Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre matinale de l'information sur le canal de Info. Votre chaîne d'information en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au sommaire de l'actualité ce jour. Nous allons parler bien évidemment de la situation sécuritaire dans la partie extrême nord du Cameroun avec les récents attentats. Des récents attentats suicides perpétrés par la secte islamiste et radicale Boko Haram, avec les mesures qui sont prises en ce moment par le gouvernement de la République. Nous parlerons également du budget 2015 de l'État du Cameroun, avec bien évidemment l'apport du secteur des hydrocarbures. Nous parlerons pour ce qui est de la politique continentale, de cette situation qui prévaut en ce moment même du côté du Burkina Faso et la présidentielle qui est annoncée, du côté de Malte avec ce sommet Union européenne-Afrique au sujet des migrants. Nous évoquerons également la question de la Birmanie avec ces élections qui sont tenues dans ce pays avec bien évidemment l'opposante birmane Aung San Suu Kyi qui a remporté la majorité des sièges au Parlement mais qui ne pourra pas gouverner. Nous évoquerons également le classement Forbes avec bien évidemment Vladimir Poutine comme étant le président le plus puissant du monde. Dangote nous intéressera également dans ce classement, lui qui a perdu 10 milliards de dollars, mais qui reste toujours l'homme le plus riche du continent africain. Voilà pour le sommaire, je vous retrouve dans une poignée de secondes pour les détails. Retour sur le plateau de la matinale de l'information, Lille Piétou, bonjour. Bonjour Louis Roger, bonjour aux millions de téléspectateurs qui nous regardent ce matin. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. C'est également un plaisir partagé de vous retrouver, bien évidemment, et de pouvoir parler avec vous de cette question consacrée à la sécurité dans la partie de l'extrême nord. Après ces attaques djihadistes qui ont permis à ce que l'on enregistre malheureusement 5 morts et plusieurs blessés à l'extrême nord du Cameroun. Louis Roger, il faut dire que la personne qui a perdu le sommeil dans la région de l'extrême nord, c'est le gouverneur Midiyawa Bakari. Depuis ce nouvel attentat suicide survenu en après-midi de lundi, qui a fait pratiquement 5 morts, dont 2 kamikazes et des jeunes filles. Il faut dire que ce sont encore des jeunes filles de pratiquement 14 ans qui sont à l'origine de cet attentat suicide. C'est devenu de plus en plus compliqué dans la partie septentrionale actuelle. Hier, on s'est réveillé avec une région sous haute surveillance policière. Il y a des réunions et des réunions qui se multiplient au quotidien pour essayer de rétablir un tout petit peu les mesures de sécurité qui, à un certain moment, ballonnait déjà de ce côté-là. Et il faut préciser que cet attentat, on a évité le pire hier matin grâce à l'intervention du comité de vigilance qui travaille aux côtés des forces de défense camerounaises pour sécuriser cette partie. Et cet attentat est survenu à Fotokol. C'est le 2e attentat dans cette ville-là, Louis Roger. Surtout depuis le 12 juillet dernier. Alors, ces mesures sécuritaires sont prises et il faut très bien évidemment tirer un coup de chapeau à ces populations qui, à travers les comités de vigilance, abattent un travail assez remarquable, même au risque de leur vie. On a compris qu'il faut désormais travailler avec ce comité de vigilance-là parce que les membres donc, au sein de ce comité s'expriment en langue. Vous savez qu'avec la difficulté de dialoguer entre les uns et les autres dans cette partie et seuls les hommes des forces de défense ne pouvaient pas faire ce travail tout seuls sur le terrain. Il fallait donc mettre le comité de vigilance sur pied, installé dans pratiquement tous les villages
villages et toutes les zones reculées de la région de l'extrême nord, même si aujourd'hui on déplore quand même le manque de matériel de ces gens-là, puisque ces membres fonctionnent avec du couteau, avec quelques petites machettes, avec les moyens de bord fournis par les chefs traditionnels, ce qui est tout de même insuffisant, mais toujours est-il qu'il y a un œil sur les attitudes, sur les comportements des uns et des autres, parce qu'à un certain moment, on n'avait pas entendu parler des attaques de Boko Haram, on a relâché les mesures de sécurité, mais hier, encore avec cet attentat, il a fallu que le gouverneur, que le comité de vigilance puisse redoubler d'ardeur au travail pour revérifier les uns et les autres. Le contrôle est revenu, pratiquement les informations sont revenues, on a mis le service de renseignement encore en jeu, vous comprenez qu'il y a urgence aujourd'hui. Et le ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari, a fait également une sortie dans ce sens, appelant les uns et les autres à renforcer les mesures de sécurité. Lui, Roger, je suis sûr que vous, qui vous baladez certainement un peu partout, vous avez vu qu'il y a un relâchement dans les agences de voyage ou alors dans les hôtels, un peu partout. On avait l'habitude de contrôler les uns et les autres, mais avec ce petit silence imposé par Boko Haram, il y a eu un relâchement et voilà une autre frappe qui est intervenue. Et cette menace qui nous amène également à redoubler de vigilance, et surtout pour ce qui est des mesures sécuritaires que vous envisagez, on s'est rendu compte que devant certains hôtels, ce détecteur de métaux n'existait pas. Nous avons rencontré un vigile qui nous a fait savoir qu'il n'avait plus de batterie pour son appareil. Ça veut dire quand même qu'il y a un petit financement qu'il faudrait pour accompagner cette mesure. Et Serge Bondier, bonjour. Bonjour les Roger Mladje, madame, messieurs, bonjour à toutes et à tous. D'ailleurs, c'est une question très importante qu'évoque Lil Piedjou visant bien sûr la sécurisation et des personnes et même des sites. Et d'ailleurs, ce qu'on peut encore remarquer de manière fondamentale, est-ce que le gouvernement n'a pas pu mettre un frein à cette importation massive donc, de ces détecteurs de métaux? Il y en a de bonne qualité, il y en a de mauvaise qualité, effectivement, avec le coût se situe entre 70 et 150 000 francs CFA. Une véritable aubaine pour les importateurs qui sont rentrés dans ce secteur-là. C'est également de l'économie. Avant qu'on revienne sur vous, bien, merci Lil Piedjou. On se sépare dans l'espoir de nous retrouver demain. On va se retrouver certainement demain. Vous savez que l'actualité évolue au Cameroun. On est en plein dans la session parlementaire, le retour des parlementaires, députés et sénateurs du côté de l'Assemblée nationale et même au Sénat. Est-ce que ces rentrées parlementaires a des enjeux? On en parlera puisque demain matin, ce sera les députés, en après-midi, les sénateurs. On verra avec vous, Louis Roger. Merci Lil Piedjou pour ces informations concernant bien évidemment le Cameroun. Et nous allons rester au Cameroun pour parler de son budget, le budget de l'exercice 2015, en marquant un petit temps d'arrêt sur la contribution des hydrocarbures dans la confection, n'est-ce pas, de cette enveloppe budgétaire. Et c'est à vous, Serge Bondier, qu'est-ce qu'on peut véritablement attendre de ce secteur qui permet quand même à ce que le Cameroun puisse avoir assez de moyens? C'est un secteur sensible, tout comme la sécurité, d'ailleurs, pour accompagner Lil Piedjou, qui était il y a un instant sur ce plateau. En termes de sécurité, il faut véritablement que les véritables parts soient jetées pour accompagner le Cameroun, qui fixe son émergence à l'horizon 2035. Le budget de l'État du Cameroun, prévisionnel pour l'instant, qui a été proposé par la primature, à travers donc un conseil tout autour du ministre, le chef du gouvernement de la République, Philémon Yan. Il est question donc de retrouver 3 249 milliards de francs CFA donc pour l'exercice 2016. Dans cet exercice-là, il faudra voir quel est donc l'apport des hydrocarbures au Cameroun, même si on a réussi ces dernières semaines quand même que la production qui est donc estimée jusqu'à mi-juillet, en juillet 2016, de pratiquement 34,6 millions de barils de pétrole. On va donc se chiffrer un montant assez important parce que le Cameroun, dans le cadre de sa propension et surtout de sa mise en place, depuis 2013, a quand même eu à mettre en place l'exploitation de nouveaux champs pétroliers, ce qui, dans le cadre de la mise en œuvre même de ces champs pétroliers-là, n'apporte pas de manière fondamentale un impact significatif dans ce qui va être enclenché par notre pays, le Cameroun. Et justement, en fin juin 2015, le Cameroun a engrangé 221,6 milliards de francs CFA au titre donc des recettes pétrolières, alors que des prévisions gouvernementales pour le compte de l'année 2015 chiffrent à plus de 300 milliards de francs CFA. Mais à mi-parcours, il y a encore des problèmes qui se posent. Il y a pratiquement 58 milliards
milliards et qui font encore problème. Donc le rapport de la SNH vient d'ailleurs édifier les uns les autres sur la participation même du secteur pétrolier pour accompagner l'État du Cameroun dans la réalisation même de ces grands projets. On espère d'ailleurs qu'avant la fin de cette année, beaucoup de choses pourront apporter une plus-value dans le cadre de la mise en place et surtout de l'accompagnement même des secteurs sensibles de l'économie du Cameroun. On a vu notre pays dans le secteur des hydrocarbures pendant quelques années et quand même être une référence, mais beaucoup indiquent que même s'il faut exploiter ces hydrocarbures, on a des usines de production, mais il faut aussi des usines qui, de manière fondamentale, raffinent le pétrole qui part donc du Cameroun pour l'étranger. Même si sur le marché international, il y a des coûts qui sont encore conséquents. Ce n'est pas assez facile pour notre pays, mais les nouvelles licences d'exploitation qui viennent donc ainsi ralentir la production au Cameroun doivent nous permettre de comprendre que l'État est resté fixe avec un ancrage basé sur plus de 100 000 barils de pétrole pour cette année 2015. Il y a quand même qu'à faire, que beaucoup de choses sont à pouvoir pour accompagner ce secteur très sensible pour le Cameroun. Alors, il faut dire quand même qu'avant, le budget du Cameroun était confectionné sans l'apport du pétrole. Pourquoi subitement ce changement de situation? Est-ce parce que le régime également avait changé, puisque c'était au temps du tout premier président qu'on avait un budget sans l'enveloppe consacrée au pétrole? Il faut tenir compte des enjeux majeurs qui se situent dans la nomenclature gouvernementale. Le Cameroun doit compter sur les principaux axes pour se développer davantage. Au niveau des recettes qui ont trait à la trésorerie, donc sur le plan fiscal, il y a encore beaucoup à faire dans ce secteur. Le Cameroun est donc en train de voir un peu ce qu'il pourra apporter comme élément significatif au niveau des accords de partenariat économique avec l'Union européenne, ce qui ne sera pas aisé pour notre pays. Il faut aller chercher ailleurs les recettes qui pourraient être celles du Cameroun. On a pris le cas du pétrole, on prend également le cas des recettes fiscales qui devraient davantage harmoniser. On avait un budget pratiquement pour l'exercice 2014-2015 de 3 236 milliards de francs CFA qui a été revu à la hausse, soit un peu plus de 500 milliards pour l'État du Cameroun. Cet argent va être retrouvé, mais votre question a fondamentalement toute sa place parce que les réalités au quotidien ne sont pas les mêmes. On ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'on ait eu de nouveaux champs sur le plan pétrolier à exploiter, mais qui augmentent également la production, mais que dans le cas des recettes, que cela n'ait pas un impact fondamental dans ce qui est recherché par les pouvoirs publics du Cameroun. Donc il y a de quoi pouvoir argumenter là-dessus et puis chercher davantage pour que le Cameroun puisse retrouver les 3 249 milliards qui constituent donc son budget pour l'exercice 2016. Merci Serge Mondier, tout en annonçant bien évidemment que les membres des députés de l'Assemblée nationale sont entendus véritablement en session ordinaire le 12 novembre, après-demain, certainement. C'est pour... Une session très importante, d'ailleurs, où plusieurs textes. D'ailleurs, ce budget du Cameroun devait être défendu pendant toute cette période de novembre par les membres du gouvernement de la République du Cameroun. Tous les ministres viendront chacun à son tour défendre leur budget. Et effectivement, on sait parfois que le budget est de manière assez conséquente. Le budget, ce sont des prévisions, mais des prévisions parfois qui tablent sur des réalités et un budget qui, pour beaucoup de spécialistes, n'est pas pour autant réaliste parce que lorsqu'on contourne un peu les différents échiquiers sur lesquels devrait intervenir le budget du Cameroun pour 2016, beaucoup restent sceptiques parce que les recettes sont véritablement un problème au niveau fiscal, au niveau des hydrocarbures, mais les membres du gouvernement viendront défendre de manière efficace et efficiente ce qu'ils ont proposé pour atteindre donc les objectifs ainsi fixés par le gouvernement. Merci Serge Bondier pour cette contribution pour ce qui est de cette matinale de l'information sur Canal 2 Info. Et très bonne journée à vous. On espère vous retrouver demain en superbe forme. Patrick Christian Dobo, bonjour. Bonjour Louis-Roger, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à Serge aussi qui nous quitte à l'instant. Alors, on va aller tout de suite du côté de la Birmanie avec ces élections générales qui ont été organisées avec cette brillante victoire de Aung San Suu Kyi, l'opposante birmane qui enfin remporte quand même quelques sièges importants, mais qui ne pourra pas avoir les coups des franges pour gouverner. Oui, c'est la figure emblématique de l'opposition birmane depuis déjà un peu plus d'un siècle, un quart de siècle autant pour moi, 25 ans par là, dont Aung San Suu Kyi a finalement, on va dire, les signaux verts cette fois-ci, parce que souvenez-vous, il y a 21 ans,
c'était le même cas. Elle sortait pratiquement avec son parti vainqueur des élections, mais la junte militaire ne l'avait pas entendu de cette oreille-là. Elle avait été assignée en résidence surveillée, beaucoup de tracas judiciaires. Et puis finalement, il y a comme un apaisement qui est revenu du côté de la junte. Et ce scrutin que tout le monde qualifie de libre a été organisé. Et elle en sort donc vainqueur. La question et la grosse question était de savoir si pour cette fois-ci, la jeune militaire va accepter de voir Aung San Suu Kyi, en tout cas son parti, prendre les rênes du pays. Vous l'avez mentionné, elle ne pourra pas être à la tête du pays, et pour cause. Allez donc voir la législation qui prévoit qu'un certain nombre de sièges soient réservés d'office à la jeune militaire, donc au pouvoir militaire. Et cette même législation-là ne lui permet pas d'être à la tête du pays simplement parce que ses enfants seraient nés à l'étranger et donc forcément considérés comme étant des étrangers. Donc voilà donc ces blocages, mais il n'en demeure pas moins qu'elle est la figure emblématique de son parti et de l'opposition birmane et que c'est une femme qui a d'ailleurs eu des récompenses au niveau international, un prix Nobel, c'est une femme qui a été téméraire. Vous savez, c'est pas souvent évident de trouver sa voix et son expression libérale, n'est-ce pas, et son expression démocratique dans une jeune militaire comme celle de la Birmanie. On parle souvent des situations africaines, on parle souvent des dictatures africaines, mais je peux vous assurer que du côté de cette partie de la planète, notamment en Asie, il y a des pays comme ça où véritablement les pouvoirs sont tenus de main de maître, soit par des militaires, soit par des dictatures qui n'ont rien à envier à ce qu'on croit pouvoir décrire du côté de l'Afrique. C'est vrai que comparaison n'est pas raison, mais s'il faut s'en tenir au cas d'Aung San Suu Kyi, il faut dire que voilà une femme qui a tenu bon pendant longtemps et 21 ans après la forfaiture que lui a administrée la jeune militaire là-bas, elle est de retour avec le sourire, même si un petit bémol ne lui permet pas d'être à la tête du pays. Elie Smith, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous avoir ce matin et de pouvoir parler avec vous de ces élections, surtout avec cette particularité que Aung San Suu Kyi voudrait quand même mettre un peu d'eau dans son vin en demandant une assise avec le chef de l'armée, le très puissant président Thein Sein et l'influent président du Parlement. Alors, cette volonté de négociation quand même ouvre la voie à un autre avenir politique pour la Birmanie. Exactement. Et puis, c'est une bonne chose pour ceux qui aiment la démocratie parce que la Birmanie a toujours été attirée par la dictature chinoise. Donc, nous sommes contents que la Birmanie reste un pays libéral. Et aussi, autre chose, on apprécie beaucoup Aung San Suu Kyi, mais on doit aussi apprécier le général Thein Sein. Thein Sein, c'est celui qui a succédé à Than Shwe. Et Than Shwe, c'était un violent dictateur qui a mené une répression féroce. Que je crois que Christian est en train de dire que souvent on dit qu'en Afrique il y a... Mais la différence entre l'Afrique et l'Asie est qu'au moins là-bas en Asie, les dictateurs réfléchissent et à un moment ils décident qu'ils veulent remettre les choses en marche. Voilà le problème. Et puis une autre leçon qu'on doit prendre de Madame Aung San Suu Kyi est un peu la loyauté et la fidélité. Parce que souvent en Afrique, la différence est que vous avez les opposants, il est opposant aujourd'hui, quand il attend 5 ans, il n'y a plus rien, il rallie le gouvernement. Donc souvent, ça veut dire que dans la vie, il faut être fidèle et loyal parce que derrière toi, souvent, vous attirez des gens qui vous suivent, donc il ne faut pas jouer les girouettes où vous changez à chaque moment. Négocier avec la dictature ou négocier avec Thein Sein, c'est une bonne chose parce que je pense qu'il y aura une transition à faire. Et il faut que cette transition se fasse dans la calmie. Donc, il faut toujours négocier, contrairement à ce que les gens pensent. Même quand tu es dans l'opposition, tu dois négocier permanemment avec ceux qui sont au pouvoir. Donc, moi, j'apprécie Aung San Suu Kyi, mais j'apprécie aussi le général Thein Sein qui a eu le courage de l'ouverture, de transformer la Birmanie. Mais une autre bémol sur Mme Suu Kyi est que quelle est sa position sur les Birmanes d'origine musulmane qu'on est en train de dénationaliser ou en train de les retirer de la nationalité, qu'on est en train de les maltraiter. Voilà ce qu'on doit voir. Et puis, ça démystifie ce mythe que les gens ont toujours eu en disant que les bouddhistes sont les gens pacifiques, qui ne font rien. Mais on a vu les violents bouddhistes birmans qui ont tué massivement les Birmans d'origine musulmane et les chassés ne veulent pas qu'ils soient natifs. Donc, Aung San Suu Kyi doit faire comme Nelson Mandela, ça veut dire être inclusif, accepter tout le monde. Donc, la position des Birmans d'origine musulmane doit être mise sur la table et c'est là qu'on va juger sa capacité de transcender au-delà de ce que tout le monde l'apprécie aujourd'hui.
Merci, Elie Smith. On va aller tout de suite au Burundi pour revenir un peu sur cette situation de crise dans cette partie du continent, avec cette possibilité du Conseil de sécurité des Nations Unies d'envoyer, de déployer des casques bleus de ce côté-là pour maintenir la paix. Est-ce une opportunité? Est-ce la bienvenue? Patrick Christian d'abord. Moi, je ne sais pas s'il faut considérer ça comme étant une opportunité. Nous sommes tous d'accord et nous avons convenu sur certains aspects qui ont conduit à cette crise burundaise, avec bien évidemment cet entêtement du président Pierre Nkurunziza pour le 3e mandat. Mais j'ai l'impression, au regard de tout ce qui se dessine dans la configuration aujourd'hui des prises de position des Nations Unies, le Conseil de sécurité, animé en cela par la France et d'une autre manière aussi par la Belgique, j'ai l'impression qu'on a véritablement laissé pourrir une situation pour avoir cette confusion qui permette maintenant, dans une quelconque intervention, de beaucoup plus s'occuper des richesses, s'il y en a encore au Burundi. Et j'en suis un peu convaincu, et peut-être même davantage convaincu, parce qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'une telle mobilisation n'avait pas pu avoir lieu avant même l'aller vers ce mandat, vers le processus qui entraîne cette crise. Et puis à côté, on a comme une résurgence, on a comme une remontée en puissance des groupuscules rebelles, des roquettes qui se lancent. Voyez-vous, c'est on va dire des groupes qui semblent bénéficier d'un soutien qui vient de quelque part. Quand on voit la sortie du Rwanda, qui accueille quand même des camps de réfugiés importants, d'où des reportages qu'on a d'ailleurs vus, nous prouvent que de nombreux rebelles partent de ces camps-là, on fait des recrutements massifs, tout ça sous les yeux de la communauté internationale qui elle-même encadre ces camps de réfugiés. J'ai envie de dire que c'est une espèce de, on va dire, de configuration qui semble avoir été laissée de manière volontaire pour arriver à une situation de chaos et justifier finalement que nous sommes dans l'obligation d'intervenir. Le Burundi, plus que quelle autre situation de crise en Afrique nécessite intervention immédiate? Vous pensez que Boko Haram, qui fait autant de dégâts dans la zone du lac, là, n'aurait pas bénéficié que l'ONU se penche en apportant un véritable soutien aux armées camerounaises, nigérianes et tchadiennes dans ce côté-là? Vous pensez que ces villes-là sont moins importantes que les villes du Burundi? Pourquoi est-ce qu'on fait une fixation sur le Burundi au moment où on estime qu'il pouvait y avoir d'autres solutions pour éviter cette situation? Voilà, c'est bien dommage, lui, aujourd'hui. Un commentaire qui va faire beaucoup plaisir à Elie Smith, qui est très radical, qui pense que Pierre Nkurunziza est un dictateur, il mérite ce qu'il C'est peut-être un autre débat, là. Mais est-ce qu'on ne pensait pas aujourd'hui qu'il serait opportun que le médiateur ougandais, Yoweri Museveni, se mette encore au travail? Non, premièrement, je pense que si c'est l'irresponsabilité africaine. Par exemple, je trouve que les chefs d'État de l'Afrique de l'Est sont irresponsables et ils sont responsables de ce qui se passe au Burundi. Parce que maintenant, la France, une fois de plus, c'est les Occidentaux, c'est les autres qui vont venir intervenir chez nous. Pour moi, le président, je lui appelle président même par courtoisie, il ne mérite plus d'être appelé président parce que c'est un dictateur. Et puis, deuxièmement, là où je suis contre un peu d'avis différents avec Christian, le Cameroun, le Nigeria, le Tchad, le Niger, c'est des pays normaux. Vous n'avez jamais vu au Cameroun un jour, on monte les gens en épingle pour aller tuer les gens dans les maisons, ni au Nigeria, ni au Tchad. Et puis le Cameroun, le Tchad et le Nigeria, c'est encore des vrais pays. C'est des pays où, par exemple au Cameroun, tu peux t'exprimer comme tu veux. On n'est pas venu ici mettre une bombe dans une maison ici parce que vous avez dit que Paul Biya est ici. Regarde même les caricatures qu'on fait sur Paul Biya. Le Cameroun a ses problèmes, mais il y a les avantages. Il ne faut pas comparer le Cameroun avec un truc comme le Burundi, détruit par Pierre Nkurunziza. Pour moi, Pierre Nkurunziza doit être arrêté. Il est irresponsable. Il a organisé... Quand vous dites que les réfugiés, les camps de réfugiés, c'est la base de recrutement des rebelles, vous oubliez de aussi dire que Pierre Nkurunziza est allé former ses milices en RDC, et ces milices sont les milices d'origine Hutu qui prêchent la haine, qui prêchent le tribalisme, et il doit être arrêté. Pour moi, on ne doit plus accepter que ce qui s'est passé en 1994 se passe encore au Grand Lac. Mais il faudrait quand même qu'il intervienne. Il n'est pas quand même l'homme le tout-puissant, juste pour quand il s'agit peut-être d'autres problèmes. Oui, moi je vois que s'il faut intervenir, il faut intervenir militairement et chasser Nkurunziza, l'arrêter, envoyer au CPI. Parce qu'il fait honte à l'Afrique. On ne peut pas avoir quelqu'un parce que tu veux changer la constitution. Et il y a un problème que vous négligez. Pierre Nkurunziza est en train de créer une certaine jurisprudence Pierre Nkurunziza dans le monde, en Afrique. Si on laisse Pierre Nkurunziza, Denis Sassou Nguesso ferait la même chose. Joseph Kabila risque de faire la même chose. Donc on ne peut pas, il faudra que Pierre Nkurunziza soit puni. Mais comme qui d'autre?
Alors, Louis Roger, peut-être rapidement, hein, vous me permettrez, je sais que les contingences de temps sont assez délicates. Il faut quand même dire que dans la perception de ce qui se passe au Burundi, on sait que les mécanismes internationaux peuvent, à bien d'égards, bloquer un processus avant qu'il n'arrive à une situation pourrie. Nous sommes peut-être d'accord qu'il y a un entêtement incompréhensible de Pierre Nkurunziza à aller vers ce troisième mandat qui nous amène tous cette situation-là. Mais quand on parle même de la responsabilité de ces chefs d'État de l'Afrique de l'Est, il faut voir aussi si on leur a donné véritablement la possibilité d'aller vers le cheminement. Parce qu'à chaque fois que les initiatives viennent des pays africains, et ça n'est pas seulement pour le cas du Burundi, il y a toujours des blocages quelconques qui sont faits au niveau, n'est-ce pas, des instances internationales. Alors, vous avez la première réunion, la dernière qui s'est tenue du côté de Bujumbura, avant celle qui est annoncée, n'est-ce pas, du côté de l'Ouganda. Vous avez quand même vu dans cette situation où des pays comme la Belgique en premier, avec d'autres pays, ont commencé à claquer les portes sans même écouter. On dit très souvent, et chez nous en Afrique on le dit, on peut refuser l'objet d'un appel, mais on ne refuse pas l'appel. Vous ne pouvez pas d'emblée, même si Nkurunziza est un diable, et vous l'avez dit, on ne peut pas juger et condamner quelqu'un sans même l'écouter. Écoutez et essayez de voir quels sont les arguments, on va dire objectifs, qui peuvent permettre de le clouer au pilori. Mais dans le cas d'espèce, ce sont ces puissances internationales qui ont commencé à bâcler même la possibilité de ce dialogue mené sous l'égide de Yoweri Museveni. Et donc, je dis aujourd'hui que pourquoi ce dialogue-là ne pouvait pas avoir lieu, quitte à ce qu'on fasse comprendre à Pierre Nkurunziza que pour une fois, même si c'était une fois de trop, il n'a pas raison, et qu'aujourd'hui, c'est l'initiative de la France qui va avoir finalement, on va dire, la bénédiction de tout le monde. Et dans ce contexte-là, on se pose bien une question. Vous observez le Burundi avec Nkurunziza. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que derrière Nkurunziza, il n'y a pas des partisans burundais? Et ceux-là, ils sont quoi? Non, il y a les... S'il faut à tout prix régler cette situation dans le radicalisme, ceux qui sont supporters de Nkurunziza aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Ils sont aussi des Burundais. Nous sommes dans une situation de crise, et dans une situation de crise, il me semble que quand on cherche une solution de paix, il faut mettre toutes les parties sur une table. Effectivement, Elie Smith, la communauté internationale qui est en train de mettre de l'huile sur le feu. Et pourtant, les autorités de Bujumbura disent qu'il n'y a rien, le pays est calme. Pourquoi donc cet acharnement? Non, le gouvernement de Burundi, de Bujumbura, agit comme un gouvernement nazi. Il dit toujours qu'il n'y a rien. Pendant ce temps-là, ils organisent l'épuration ethnique. Ils sont intolérants. D'ailleurs, même Louis Roger, si vous étiez à Bujumbura, on devait déjà mettre une bombe chez toi. Parce qu'on ne veut pas qu'on ait un journaliste comme vous qui a une certaine liberté d'expression. C'est une dictature qui se met en place. Et malheureusement, pas un homme de Dieu, un pasteur en plus, qui devait être un exemple. Moi, je pense que la communauté internationale ne met pas de l'huile sur le feu. C'est que nous, les Africains, je veux vous dire, nous sommes irresponsables. Pourquoi, bon Dieu, on n'est pas capable de résoudre un problème qui nous concerne? Et d'ailleurs, même le problème, c'est quoi? C'est l'application de la Constitution. Il y a un Africain, c'est lui qui avait écrit ça, Ladji Kourouma dans Allah n'est pas obligé. Il a dit un truc qui est très simple, on peut se moquer de lui, il n'était pas beaucoup diplômé. Il avait dit, quand on ne veut pas, on dit non. C'est bien écrit, vous aviez signé quelque chose en bas, respectez ça. Et c'est ça aussi qui a tué Laurent Gbagbo. Quand vous ne voulez pas quelque chose, ne partez pas. Il a signé les accords de Arusha, 2 mandats qu'il respecte. Ou de l'autre côté, pourquoi pendant les 5 ans ou les 10 ans qu'il était là, il n'a pas sorti une autre constitution purement burundaise? Non. Il veut créer une jurisprudence Nkurunziza qui serait appliquée à Joseph Kabila, à Denis Sassou Nguesso. Ça, la communauté internationale ne veut pas. Il faudra que ces gens-là sachent que le jour où vous violez la Constitution, voilà ce qui va arriver. Ces partisans, on ne sait pas. Alors, comment en RCA, cette communauté internationale a accepté qu'un président élu soit chassé, a envoyé des troupes, on ne voit pas le résultat? Peut-être que c'est un bis repetita qui va se produire. C'est une fois de plus la irresponsabilité de nos dirigeants qui étaient incapables d'appliquer les accords qu'eux-mêmes ont mis. Les accords de Libreville n'ont pas été appliqués. C'est la région CEMAC qui est responsable de ce qui se passe là-bas. Et une fois de plus, c'est la France qu'on n'aime pas, qu'on se plaint, qui viendra résoudre. Et pourtant, la France est irresponsable. Ils ont un président qui s'appelle François Hollande, qui n'a pas la capacité de réflexion, qui n'est pas capable de gérer son pays, mais il peut se faire un pot neuf sur les problèmes africains. Voilà. Merci, Elie Smith. Voilà, c'est aussi ça la liberté de ton et de pouvoir dire ce que l'on pense et ce que nous estimons également que l'Afrique aujourd'hui devait être libre de pouvoir se déterminer sans l'apport de l'Europe ou surtout la France, son mentor. Alors, allons-y tout de suite du côté de Malte.
où se déroule depuis hier ce sommet Union européenne-Afrique au sujet des migrations. L'immigration aujourd'hui pose un sérieux problème. Il n'y a pas que les Africains qui vont en Europe. On a vu également c'est l'afflux des migrants du côté de l'Europe, venus de Syrie, d'Afghanistan, etc. Alors pourquoi c'est aujourd'hui que certains chefs d'État et de gouvernement pensent qu'il faudrait commencer à revoir ce problème de migration en bloquant même le départ de beaucoup d'Africains vers l'Europe? Ben écoutez, Louis Roger, vous savez, cette crise migratoire, elle ne date pas d'aujourd'hui. Elle a peut-être pris des proportions alarmantes au cours de l'année 2014, depuis 2013 déjà, avec l'avènement de la crise syrienne. L'Afrique était déjà en pôle position de cette situation inquiétante. Des migrants économiques, des migrants politiques de tous ordres, mais ce qui est sûr, c'est que on ressent dans la démarche de ces jeunes Africains qui sont prêts à perdre leur vie, n'est-ce pas, dans la Méditerranée et bien d'autres circuits, une volonté d'aller vers, on va dire, vers un Eldorado qu'on a souvent vers la vécu, terre promise. Vers la terre promise qui leur est souvent présentée. C'est vrai, parfois par les clichés que les Occidentaux ressortent des meilleures parties de leur pays, mais aussi les clichés noirs qui ressortent de nos pays, sans que nous-mêmes on ait eu souvent la possibilité de présenter nos pays. C'est peut-être une responsabilité de nous, Africains, Elie le dira, je le concède, mais il faut surtout voir que dans cette démarche-là, l'attitude de l'Europe a souvent été condescendante, une Europe qui s'est souvent voulue indifférente par rapport à ce qui arrivait et qui, dans sa politique de gestion de cette situation, avait souvent mis en avant les méthodes répressives, beaucoup plus que les méthodes de compréhension d'une situation qui pouvait se gérer en partenaire avec les différents États concernés. Et aujourd'hui, il me semble que l'Europe a compris que cette situation est beaucoup plus dangereuse pour elle. Même si aujourd'hui, avec l'afflux, n'est-ce pas, de ces migrants qui viennent aussi du Moyen-Orient, ça fait une main-d'œuvre bon marché pour quelques-uns de ces pays-là. Mais l'Europe se rend compte aujourd'hui que la solution ne réside pas dans la répression, parce qu'on a comme l'impression que plus il y a de la répression, plus la tentation d'aller vers cet Eldorado qui a été longtemps présenté dans une espèce finalement de lavage du cerveau de ces jeunes Africains est donc grande aussi. Donc l'Europe finalement conçoit et concède le fait qu'il faut s'asseoir avec les Africains, trouver des mécanismes qui puissent permettre à ces jeunes Africains de rester en Afrique ou de trouver une alternative, parce qu'il s'agit de la survie ici. Bon, maintenant, comment cela va se faire? J'ai l'impression que nous allons souvent dans ces sommets, et c'est le cas aussi de cette rencontre, pour écouter ce que les autres disent. Nous, les Africains, qu'est-ce que nous allons dire à ce sommet? C'est peut-être la grande interrogation. Et derrière ce sommet Union européenne-Afrique qui se tient à Malte, il y a aussi les gros enjeux du sommet COP21. C'est encore l'Afrique. Deuxième poumon en termes de forêt, de bassin forestier dans le monde, après l'Amazonie. L'Afrique est un grand enjeu. Et la France et l'Union européenne entendent faire plier l'Afrique sur un certain nombre de décisions que l'Occident n'est même pas à même d'accepter. Donc voilà, nous allons dans ce sommet et la grosse inquiétude et la grosse interrogation reste celle-ci. Qu'est-ce que nous allons proposer? Voilà. Alors, Elie Smith, il est question également de permettre à ce que les Africains n'aillent plus en Europe, que l'on puisse élaborer un plan de développement pour créer des entreprises qui puissent permettre aux Africains de rester sur place, qu'il n'y ait plus de fuite de cerveau. Est-ce que cela est possible aujourd'hui, surtout que l'Afrique s'appauvrit de plus en plus et enrichit l'Europe? Non, ce n'est pas possible. Et là, je trouve que les Européens sont racistes et puis traitent mal les Africains. Mais c'est aussi la manière que nous-mêmes nous traitons. Parce que regarde comment ils ont laissé une massif, les gens qui viennent du Moyen-Orient, pur. Donc, ça veut dire Syrie, Afghanistan, un truc comme ça. Mais quand ça agit des Africains, qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'inventer tout. Même Kadhafi, qui était celui qui les fermait la porte, ils ont tué eux-mêmes. Vous avez même le Maroc qui joue le jeu. Non, je pense que l'Europe est un peu sélective dans sa manière de penser les choses. Il y a une fois une massif des gens et de l'Europe qui sont venus en Afrique. Et puis si l'Afrique est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à l'Europe. L'Europe doit payer ce qu'ils ont créé. Parce que même après avoir esclavagé l'Afrique, colonisé l'Afrique, même les chefs d'État qui sont en Afrique aujourd'hui, ce n'est pas les chefs d'État que les Africains ont élus. C'est les chefs d'État que c'est eux-mêmes qui décident et ils mettent en place. Et ces chefs d'État-là sont incapables de sortir des plans qui doivent aider l'Afrique à se renouveler, à devenir autonome. Donc moi, je trouve que les Africains, s'ils avaient une bouche,
où ils étaient unis, devaient proposer que l'Europe paye un plan Marshall pour l'Afrique, comme les États-Unis ont fait pour l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Le Japon aussi. Parce que souvent, on aime nous dire que nous sommes les plus bêtes, on est plus paresseux, on est ceci, on est cela. Mais on oublie que si aujourd'hui l'Europe est devenue ce qu'elle est devenue, c'est parce que l'Amérique a mis les mains dans la poche et l'aide a fait devenir ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Quand j'entends souvent les gens dire que oui, la Corée du Sud était très pauvre, nous on était ceci, cela, on oublie que les Américains ont mis l'argent en Corée du Sud, mettre l'argent au Japon, mais chez nous en Afrique, on n'a rien mis. Donc l'Europe, c'est hypocrite, c'est eux qui sont l'architecte de ce que nous sommes aujourd'hui, et tout ça est écrit. Il y a un monsieur qui s'appelle Walter Rodney, il a écrit un vieux livre en 1960, qui est toujours actuel aujourd'hui. Walter Rodney a écrit en anglais « How Europe Underdeveloped Africa », traduction mot à mot, comment l'Europe a sous-développé l'Afrique. Et là, ils expliquent un peu tout. On enlève, regardez au cas du Cameroun. Les Camerounais n'ont jamais voté ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui depuis 1960 à 2014 qu'on est aujourd'hui. Vous allez dans tous les pays en Afrique, c'est presque la même chose. Donc, je trouve que ce sommet là-bas, il faudra que l'Afrique ait une position commune, mais l'Afrique n'aura jamais de position commune. Et en ce qui concerne, pour conclure, les Africains eux-mêmes aussi, ceux qui sont en Europe, souvent ils ne disent pas la réalité à leurs frères qui sont ici. On vous présente sur Facebook comment il y a la fête, les gens sont toujours bien habillés devant une voiture qu'on a louée. Donc ça fait que les gens qui sont ici pensent, ah, si je ne quitte pas ici pour aller là-bas, moi j'ai des amis qui me demandent, mais Eli, bon Dieu, pourquoi tu peux laisser la France pour aller souffrir en Afrique? Et vous voyez, est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui souffre? Mais c'est qu'on est des minorités, des gens qui disent que non, je préfère rester ici ou partir et revenir. Donc la réunion de Malte, l'Afrique doit se réveiller et que les Européens, s'ils sont sérieux, mettez un plan Marshall pour l'Afrique et en termes de démocratie, ne mettez pas des règles. Si Pierre Nkurunziza est en train de frauder les élections, vous le tapez. Mais si Paul Kagame fait, parce que Paul Kagame c'est votre ami et Yuri Museveni, vous laissez. Donc il y a, le monde est un peu ambigu. Donc pour moi, je veux qu'on ait un Afrique fort, mais que les Africains soient responsables. Merci. Parlons pour sortir de ce classement Forbes qui place Vladimir Poutine, le président russe, comme étant l'homme le plus puissant du monde. C'est le magazine Forbes, c'est un magazine américain, et il est pour la 3e fois consécutive en tête. Alors, et on dit que ce sont ces récentes frappes en Syrie qui l'ont encore conforté et est devenu très populaire. Mais c'est vrai. Et le problème, c'est quoi? Moi, j'admire Poutine comme personne, c'est un stratège. Je ne peux pas aimer sa politique parce que ce n'est pas un démocrate, c'est un dictateur. Mais vous savez, face à quelqu'un plus fort que toi, c'est la sagesse. Il y a une histoire africaine où la tortue a battu l'éléphant et l'hippopotame. Donc, ce n'est pas la force, ce n'est pas la taille, c'est la stratégie de Poutine. Et il a démontré en Syrie, et il est en train de ridiculiser les États-Unis en Syrie et mettre les choses au pas. Donc moi, ça ne me surprend pas. C'est un bon stratège, mais ce que je voudrais qu'il fasse dans son pays, c'est que ça soit un pays libre pour que les Russes puissent exprimer leurs capacités créatrices. Patrick Richard d'abord. Écoutez, je ne sais pas ce que je dirais davantage au regard de ce que Eli vient de dire, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette première position d'homme le plus influent sur la planète de Vladimir Poutine est peut-être symptomatique de toutes les tentations de déstabilisation que la Russie subit actuellement. Il y a encore 2 jours, c'est des scandales de dopage. Avant les scandales de dopage, il y en a. En tout cas, on a comme l'impression que Vladimir Poutine est un de ces derniers mohicans qui a encore en lui les gènes de la guerre froide. Et il me semble qu'on avait peut-être beaucoup de procès qu'on pouvait lier à cette guerre froide, mais elle avait au moins le mérite d'établir une certaine, on va dire, un certain équilibre de la terreur. Et aujourd'hui, j'ai même envie de dire que c'est l'homme le plus puissant par défaut. Parce que personne véritablement n'a osé lever la tête face aux frasques et prétentions du monde occidental avec lesquelles les États-Unis, qui quelquefois se sont laissés entraîner par la France, notamment dans le conflit libyen qui a valu la tête de Muammar Kadhafi. Et donc, Vladimir Poutine s'est finalement retrouvé dans une posture peut-être pas profitable à l'intérieur, à la politique intérieure de la Russie, mais une véritable posture qui réconforte un peu on va dire, les plus faibles de cette planète. Même si les gens ne se reconnaissent pas dans un bénéfice direct dans les actions et les postures de Vladimir Poutine, les gens ont comme l'impression que voilà quelqu'un qui tient au moins tête à ceux qui imposent tout et partout. Et dans ce contexte-là,
Vladimir Poutine est vraiment un nouveau tsar. Et c'est un tsar qui rappelle aux États-Unis qu'il fut un temps, l'Union des républiques socialistes soviétiques était là, et que cette union-là faisait quand même trembler le sommeil des Américains. Et aujourd'hui, regardez ce qui se passe en Syrie. Et on est dans une situation où les propos radicaux ne sont plus d'actualité. On commence à vouloir négocier. On imagine même un Bachar al-Assad présent alors que c'était tout sauf Assad. Donc, Poutine nous donne quand même un peu de réconfort. On espère simplement que ce réconfort-là va équilibrer les prétentions impérialistes des plus puissants de ce monde. On s'est un socialiste. Merci, messieurs et dames. Nous allons mettre un terme à cette matinale de l'information, tout en rappelant quand même que la chancelière Angela Merkel occupe la 2e place et le président Barack Obama est 3e dans ce classement. Et le pape François occupe bien évidemment la 4e position, même si dans ce classement, on retrouve quand même le chef du groupe djihadiste Abu Bakr al-Baghdadi, oui. voilà, qui est également une autre personnalité influente. Bon, c'est pas à tort, on reviendra sur ce classement dans notre prochaine édition. Merci d'avoir regardé cette matinale. Nos programmes se poursuivent. À tout de suite.